On va prolonger les thématiques de cet après-midi, comme je l'ai dit ce matin, on picore un peu en fait. Hein. On aimerait poursuivre chaque thème pendant des jours, des jours. Cet après-midi, on voulait aborder un petit peu les aspects plus théorie du droit, réflexion sur la juridicité, avec peut-être en apparence des questions un peu plus abstraites, enfin, il y a vraiment des prolongements très concrets. Et donc, sur cette première partie, nous allons entendre Michel Vernière et Alain Bissonnette. Nous commençons par Michel. Michel, qui est président d'honneur du GEMDEV, professeur émérite à l'Université Paris 1. Je remercie particulièrement Michel d'intervenir, parce que Michel a accepté un remplacement un peu au pied levé. Pour intervenir, c'est Dominique Collaguen qui devait intervenir, et je le remercie aussi beaucoup ici, parce que malheureusement, il ne peut pas être parmi nous. Ça y est, c'est l'émotion qui. C'est l'histoire de Bernard dans son émotion manique qui me. Voilà. C'est Christophe Bernard qui devait intervenir, qui ne peut malheureusement pas venir, qui regrette beaucoup et qui m'a beaucoup aidé pour la préparation de cette journée, en me donnant des contacts, en m'envoyant des écrits. Voilà. Donc je tenais aussi beaucoup à le saluer, à l'associer à cette journée. Et donc Michel a accepté. Vraiment au pied levé, très très gentiment de participer. Donc un grand merci à Michel. Et Michel va intervenir sur la notion de champ scientifique dans l'œuvre d'Étienne. Merci Michel, tu as la parole si tu nous entends. Il y a un problème, je suis en train de projeter, mais on ne voit pas. 2 petites minutes, Michel. Michel, ce qu'on te propose, c'est que toi, tu le fasses de ton côté. Que tu le fasses de ton Quand côté. Vous voudrez, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez correctement? Oui. Oui. Est-ce que tu peux lui dire vous me dites quand vous voulez que j'y aille. Ce qu'on voit. Donc du coup, qu'il regarde son PowerPoint lui et qu'il nous dise quand il faut tourner les pages et nous on le met ici. D'accord. Michel, moi je l'ai ici le PowerPoint. D'accord. Oui, mais moi je vais le faire alors. Donc avec Michel, le PowerPoint va être projeté par Flore. Donc dis-nous simplement quand on doit changer de page. Et puis tu peux nous présenter ton exposé et simplement voilà, on projette le PowerPoint. Est-ce que ça te convient? Bien. Eh bien, au point de vue page, je vais commencer par un tout petit commentaire sur la page de garde, pluridisciplinaire, intelligence scientifique, etc. En premier lieu, je suis désolé de ces incidents divers, du fait que mon immobilité personnelle m'interdit d'être parmi vous. Et d'autre part, je voulais en premier lieu remercier Flore et Alix d'avoir, au nom du GEMDEV, organisé cet hommage plus que légitime à Étienne. Car Étienne a été très présent lors de la fondation, puis dans les décennies qui ont suivi du GEMDEV. Et c'est donc en tant que vétéran de ces époques lointaines que je suis heureux de pouvoir intervenir, je dirais, comme un témoignage simplement d'un ancien que pourraient compléter d'autres ici présents ou à distance. À ce propos, je regrette beaucoup, mais lui aussi le regrette beaucoup, l'absence de Jean-Jacques Gabas, qui nous a d'abord suggéré ce thème d'intervention, parce que c'est des questions sur lesquelles Étienne nous avait beaucoup apporté, et qui, ayant meilleure mémoire que moi, aurait pu être un témoin beaucoup plus solide et fiable. Malheureusement, des problèmes personnels, familiaux, qui le contraignent complètement, font qu'il ne peut pas être là. Bon, ceci dit, ce thème proposé, je vous propose de le dérouler en 3 temps qui vont correspondre à 3 petits canevas que vous aurez sous les yeux.
étant donné que quand on fait ça à distance, on n'a pas ce contact indispensable du visuel entre les uns et les autres. Alors, premier temps, c'est il y a 40 ans à la création du GEMDEV. Alors d'abord, je vous remercie parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rajeunir au moins en pensée de 40 ans, vu mon âge, c'est précieux. Enfin, ceci dit, je voulais souligner simplement que pour le GEMDEV, Étienne, de par, ça a été évoqué déjà ce matin, sa double appartenance disciplinaire ou spécialité, comme vous voudrez dire, de juriste et d'anthropologue, était en accord complet et donc il s'est inscrit au cœur de la démarche pluridisciplinaire et aussi interuniversitaire du GEMDEV. Et il y a été particulièrement actif tout au long de cette création initiale d'il y a 40 ans. Et à chaque fois d'ailleurs, on peut faire référence à un ouvrage marquant collectif, marquant du GEMDEV, et c'est le cas dans le premier ouvrage collectif que nous avons réalisé au GEMDEV, intitulé L'avenir des tiers-mondes, donc comme je vous l'avais sous les yeux, publié au PUF en 91, et là il y avait fait une contribution. Il y avait fourni une contribution aux doctrines foncières pour l'Afrique rurale de l'an 2000, ce qui nous renvoie là encore à la séance de ce matin. Je voudrais simplement rajouter qu'il est caractéristique sous cet angle qu'il ait pu nous ouvrir à ces questions sur lesquelles, c'était mon cas, je n'étais pas du tout compétent. Et c'est une bonne illustration de ce que les uns et les autres, nous nous sommes apportés mutuellement et sur ce terrain précis que nous a apporté Étienne. Je ne vais pas rester longtemps dans ces temps lointains d'il y a 40 ans et je vais franchir une petite étape temporelle, deuxième présentation, deuxième slide, dit-on dans un mauvais franglais. Donc, je vais passer à il y a 30 ans. Et là, je vais très superficiellement entrer dans le vif du thème annoncé. Je l'ai intitulé « Les défis de la pluridisciplinarité ». En effet, c'est là une deuxième publication essentielle, une deuxième étape de notre travail collectif synthétisé dans cet ouvrage des savoirs sur le développement, publié chez Cartala il y a exactement 30 ans, en 93. Et là, comme tous ces ouvrages étaient le résultat de discussions, d'échanges, de discussions des papiers qui seront finalement édités, d'échanges, là, Étienne était très présent au milieu de nous et très présent et actif dans ces discussions. Et en particulier, il avait souligné la contradiction qui existait pour nous entre le fait que cette publication, qui est faite par un groupe qui s'affirme et se veut pluridisciplinaire, était faite discipline par discipline, juriste, géographe, historien, etc. Et donc il y avait un paradoxe ou une contradiction, si vous voudrez, par rapport à l'objectif même du GEMDEV. Et paradoxe ou contradiction, je ne vais pas me centrer sur cette appellation plus ou moins valable. Je voulais simplement insister sur ce que d'ailleurs vous retrouverez dans cet ouvrage de l'état des savoirs de 93, dans la prolongation, un peu le post-propos, que lui-même, Étienne et Olivier Dollfus avaient rédigé, avec un petit côté
disons, je ne dirais pas contestataire, mais un petit côté de référence à mai 68, il l'avait intitulé « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». Et c'était pas qu'une une plaisanterie ou un clin d'œil, c'était pour insister sur le fait que la pluridisciplinarité était était un travail qui ne pouvait être que collectif, et c'est que c'était une contrainte, je cite d'ailleurs, si vous l'avez sous les yeux, une contrainte nécessaire à dépasser collectivement, donc un travail collectif, mais que c'était une contrainte au départ. Pourquoi une contrainte? Eh bien parce que si l'on voulait être entendu, il fallait être reconnu légitimement dans son univers disciplinaire, qui était celui disons, de l'ensemble du monde universitaire, et que par conséquent, on n'avait pas le choix. Il fallait être reconnu, ou en quelque sorte par les pairs, indépendamment du fait que derrière cette nécessité, il y avait des problèmes de carrière. Ce matin, il a été évoqué les problèmes que ça a pu poser à certains, dont à Étienne, dont à notre intervenant de ce matin, pour justement faire admettre cette capacité, cette audace de dépasser les frontières, et que par conséquent, il était indispensable, malheureusement peut-être, mais en tout cas, il était indispensable de partir de cet ancrage disciplinaire pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir échapper aux logiques et aux paradigmes de chacune de ces disciplines, pour ne pas dire, comme je crois, si mes souvenirs sont bons, ils nous l'ont dit, pour ne pas échapper aussi, pour arriver plutôt à échapper aux guerres picrocolines qui caractérisent un peu notre monde universitaire dans chacune de ces disciplines. Je vais continuer une troisième étape qui sera pour moi ici la dernière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein d'autres choses à développer et à dire, c'est le recours à la notion de champ scientifique. Là donc, 15 ans plus tard, c'est une nouvelle étape importante dans le travail collectif du GEMDEV auquel Étienne a participé. C'est l'ouvrage sur les savoirs et politiques de développement qui ont été publiés chez Cartala en 2008. Et là, à cette époque-là, dans le bouquin, mais aussi bien avant, dans toutes les discussions qu'on a eues, ce qu'Étienne nous a le plus apporté, c'est son intérêt pour la notion tirée de Bourdieu de champ scientifique, qui nous a permis de préciser bon nombre de points sur lesquels je vais revenir là encore très vite et trop superficiellement. C'est d'ailleurs tout ça s'appuyait sur des travaux antérieurs d'Étienne, et je pense, enfin je crois qu'on peut dire, comme ça a été écrit là en reprenant une citation du bouquin évoqué plus haut, le champ scientifique est un cadre particulièrement propice aux innovations, à la recherche au Sud, et je crois que ce matin, on en a eu une illustration dans le champ du foncier, tel qu'il nous a été présenté ce matin. Comme je le disais tout à l'heure, ce chapitre d'Étienne synthétise nos échanges que lui avait animés sur quelques points importants sur lesquels je voudrais revenir quelques instants. D'abord, le champ scientifique est un espace de lutte, là encore on retrouve bien une expression dans la lignée de Bourdieu, un espace de lutte
entre institutions et acteurs. Les thèmes des acteurs, qui est souvent revenu ce matin aussi, étaient très présents. Donc il est nécessaire de définir les règles, et cette définition des règles est nécessaire pour pouvoir contourner, comme on l'évoquait tout à l'heure, les disciplines établies. Et il faut définir de nouvelles règles pour pouvoir collaborer avec tous ces acteurs, institutions ou acteurs qui sont centrés sur ce champ. Bon, pour nous, très largement, c'était le développement économique et social. Et or, ces acteurs, effectivement, sont nombreux et surtout divers. Et surtout, éléments qui aura été tout au long de nos travaux avec lui et des travaux du GEMDEV, et ça continue désormais, qui vont se trouver confrontés à d'autres univers que l'univers de la recherche académique, que l'univers universitaire. C'est le cas, bien entendu, des organisations non gouvernementales, de solidarité internationale quand il s'agit de développement. C'est le cas des organisations internationales, d'institutions nationales comme l'AFD, etc. Donc on est loin, chercheurs, d'avoir le monopole de la production du savoir. C'est d'ailleurs un thème récurrent du bouquin que j'évoquais tout à l'heure. On est loin d'avoir ce monopole et que par conséquent, pour pouvoir travailler sur un domaine, il faut arriver un peu à le structurer. Et le structurer, c'est cette notion de champ scientifique qui nous a aidés à y réfléchir et à constater que ce champ scientifique, il avait, on pourrait sans jeu de mots le qualifier aussi de champ magnétique, puisqu'il entraîne une attraction, enfin des attractions, des répulsions dans la communauté scientifique, et on retrouve bien là la notion de lutte évoquée plus haut. De plus, un chercheur, une équipe de recherche sont généralement amenés à contribuer à différents de ces champs scientifiques, de ces questions que l'on veut creuser, à différents champs scientifiques, et par conséquent appartiennent à différents réseaux, ce qui rend particulièrement, qui crée des nœuds de rencontres, de confrontations aussi, et qui rend particulièrement complexe la gestion et la vie de ces champs scientifiques. Et là, on était vraiment au cœur des problèmes que nous rencontrions, j'allais dire jour après jour, quasiment, au sein d'un groupement comme le GEMDEV, qu'on rencontre toujours, je le disais tout à l'heure. Ça va, il y a un problème de son? Non. Ah bon, non, j'avais cru entendre des bruits bizarres dans l'appareil, pardon. Et donc, j'évoquais la question des réseaux, de leur gestion, et puis un deuxième élément sur lequel, dans la logique de cette constitution d'un champ particulier qui n'est pas dans les règles traditionnelles du monde académique, que dans ces conditions, il y a une nécessité absolue de visibilité dans un univers de confrontation, compétitivité entre questions essentielles, telles qu'on peut les ressentir chacun. Donc une nécessité de valorisation, de visibilité, et donc un impératif de publication et collective pour marquer non pas son territoire, mais pour marquer sa présence et faire avancer les thèmes sur lesquels on essaie de travailler. Et dans cette perspective,
Étienne nous avait invité, à outre cette question de valorisation et de visibilité, à mettre en premier lieu, et là je trouve aussi que ça fait écho avec ce qu'on évoquait ce matin, et là on voit toute la cohérence de la démarche intellectuelle d'Étienne entre de mettre en avant les logiques de la pratique, des pratiques par rapport aux théories, même si on est à même d'y retourner, mais que c'est la priorité numéro un, ce qu'on a essayé de faire le moins mal possible avec lui dans le cadre des travaux que j'évoquais tout à l'heure et de bien d'autres, puisqu'on pourrait aussi reprendre tous les cahiers publiés par le GEMDEV où il était présent, où sa signature se retrouve tout au long de ces longues décennies que j'évoque avec, je le reconnais ici, beaucoup d'émotion, mais aussi, et c'est là-dessus que je voulais terminer, pour dire à quel point, même si j'espère que d'autres pourront compléter ce que je viens de dire au nom de tous les vétérans que nous sommes de cette magnifique aventure qu'a été le GEMDEV, et de lui dire merci pour toutes ses contributions et plus que tout par le climat d'amitié et de chaleur humaine avec lequel on a pu travailler grâce à lui et à sa présence. Et merci à tous. Pour ta présentation très, très chaleureuse et qui montre bien en même temps ce qu'il y avait de puissance intellectuelle, de puissance de conceptualisation chez Étienne et en même temps, comme tu dis, cohérence de la démarche intellectuelle. Quand j'entends ces deux termes-là et quand je pense au milieu dans lequel nous vivons, il y a évidemment très vite une dérive possible qui est celle de devenir un idéologue ou un gourou avec ces deux qualités intellectuelles-là. Et Étienne ne l'était pas du tout. Et je crois que c'est ce qui différenciait peut-être d'autres collègues. On connaît tous des collègues assez brillants ou avec une puissance intellectuelle, mais ils tombent dans le piège de définir leur théorie, de s'enfermer dans leur théorie, de devenir gourou, de se délecter de leurs propres pensées et du coup de ne plus réussir à avancer. Et ça, Étienne n'était pas du tout entré dans ce piège-là. Et d'où cette phrase que je vais tenu à citer aussi au début, le fait de rester ouvert, de se remettre en cause et d'avancer sur le chemin avec cohérence, mais tout en avançant et en enrichissant progressivement la pensée. Donc, merci beaucoup, Michel, pour cet accord. Dans le même ordre d'idée de cette puissance conceptuelle, de réflexion théorique d'Étienne, j'ai le grand plaisir d'annoncer Alain Sonnette qui va intervenir depuis le Québec. Alain est anthropologue du droit, avocat, et il est commissaire au sein de la section d'appel de la commission des réfugiés. Et Alain va nous présenter une relecture d'un des ouvrages majeurs d'Étienne, qui est Le jeu des lois. Merci Alain, tu as la parole. Il n'y a pas Alain. Il n'y a pas de son. On ne t'entend pas Alain. Le son. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, alors bonjour Alix, bonjour Jacqueline, bonjour à chacun et à chacune. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, malgré la distance géographique, malgré le décalage horaire. J'ai débuté ce matin avec vous, il était 4 heures du matin à Montréal. Alors, Alix m'a invité à vous parler de l'ouvrage d'Étienne, Le jeu des lois, une anthropologie dynamique du droit. Vous connaissez cet ouvrage aussi bien, sinon mieux que moi. Je ne pourrais pas rendre justice à l'ampleur des réflexions qu'il contient. Mon but est plus simple. Je souhaite partager avec vous 2 idées. La première, cet ouvrage est fondamentalement une invitation, mieux, une provocation à la recherche. Et 2, nous sommes aujourd'hui devant une succession offerte à tous avec les exigences qu'une véritable filiation comporte. Alors, je n'ai pas de fiche PowerPoint. J'ai transmis ma présentation écrite. Je ne sais pas si elle a été distribuée. Je vais essayer de vous rendre le texte le plus vivant possible avec mon accent que j'espère que vous comprenez.
Alors, une provocation à la recherche. Dans sa recension du jeu des lois, Norbert Rouland a souligné que cet ouvrage n'est pas un traité, ni un essai, mais plutôt un itinéraire intellectuel illustrant une démarche mise à l'épreuve dans différents projets de recherche. Première synthèse scientifique des travaux d'Étienne, portant notamment sur les représentations d'espace, sur l'intermédiation culturelle en matière de justice et sur les enjeux des droits et libertés dans le dialogue interculturel. Ce livre est resté pour Étienne, selon ce qu'il a confié à Christophe, son œuvre majeure. Rappelons que dans le jeu des lois, Étienne a construit un modèle à la fois structural et dynamique, permettant d'identifier l'architecture des processus à l'œuvre et permettant d'élucider le sens du mouvement provoqué par les acteurs concernés. Ce modèle ne tente pas de saisir le droit, qui n'est pas identifiable en soi, mais qui peut être approché en cherchant à comprendre sa contribution dans le jeu de la vie en société, en tenant compte de ses variations historiques, de ses spécificités culturelles et de ses implications, tant conscientes qu'inconscientes. Tout le monde se rappelle qu'Étienne faisait souvent référence à Pierre Legendre. Le défi qu'Étienne a voulu relever a été d'expliquer comment chaque société s'y prend pour jouer sa propre partition et comment ce que l'on désigne en Occident comme étant du droit y contribue. Cette contribution du droit et la forme qu'elle prend, variant de société à société. Ce modèle permet d'aborder le jeu social dans toute sa complexité en privilégiant les pratiques des acteurs et les possibilités qui s'offrent aux acteurs d'infléchir leur destin. Pour aller au plus simple, et je suis bien conscient que je vais répéter sans doute des choses que vous connaissez très bien, chacun d'entre vous, le fil d'Ariane qui traverse le jeu des lois, me semble-t-il, peut se lire dans les consignes qui sont données au lecteur, qu'il soit un joueur professionnel du droit ou pas. Il lui est permis d'accéder au jeu des lois, même si son statut, ses ressources et la logique qui est la sienne ne lui permettront pas nécessairement de favoriser ce qu'il estime essentiel pour sa sécurité, celle de son groupe ou celle du monde au sein duquel il se sent engagé. Alors, première consigne, découvrir l'acteur, sa position sociale réelle, son rôle, sa position, tout en distinguant sa logique et son monde par rapport aux autres logiques et par rapport aux autres mondes engagés dans le débat en cours. Deuxième consigne, le choix des ressources et leurs conditions de mise en œuvre doivent être déterminés par l'appréciation des statuts des acteurs et des enjeux, en fonction des échelles, des processus, des forums au sein desquels le joueur est appelé à ouvrir son jeu. Troisième consigne, le droit, généralement enseigné, ne décrit pas comment les acteurs nouent des relations entre eux, comment ils négocient plus ou moins officiellement, ni comment ils aboutissent parfois à des solutions dans des accords formels, sans oublier la possibilité qu'ils ont aussi d'éviter ou de rejeter ce qui semble constituer, sur le moment, une solution. Quatrième consigne pour le joueur juriste, il faut mettre à distance la philosophie spontanée dans laquelle il a sans doute été formé, à savoir abstraction de la norme, prétention à la neutralité des effets sociaux du droit étatique et propension du droit étatique à exclure
ce qu'il estime lui être extérieur. Et il lui faut par ailleurs à ce joueur juriste considérer les enjeux en cause selon leur rationalisation dans le cadre des processus, échelles et forums où ils sont mis en discussion. 5e consigne, identifier les échelles et les référents logiques ou historiques qui sont utilisés par les acteurs concernés. 6e consigne, apprendre à connaître l'épaisseur des faits sociaux, en sachant que le temps du droit et de la justice est celui de la longue durée. 7e consigne, les lieux du droit et les lieux de la justice sont divers. Ils prennent un sens et une symbolique différents selon les ordonnancements sociaux qu'ils abritent. 8e consigne, les sociétés sont complexes. Elles peuvent comprendre plusieurs modèles de régulation, plusieurs ordonnancements sociaux, que ceux-ci soient complémentaires ou hégémoniques. 9e consigne, le droit est un mystère qu'il faut aborder selon une démarche initiatique. Le droit étant toujours plus petit que les relations entre les hommes. Et pour Étienne, le repère du droit ou de la juridicité est celui de la reproduction de la vie en société. 10e et dernière consigne, le droit ou la juridicité consiste à mettre en forme, on l'a évoqué un peu plus tôt, et à mettre des formes dans des domaines que la société tient pour vitaux, et en privilégiant des choix de société à la suite de luttes et de consensus, au moins partiels, sur le résultat de ces luttes. D'où la variabilité des montages de la juridicité, les normes générales et impersonnelles, les modèles de conduite et de comportement, et les systèmes de disposition durables pouvant servir, selon les sociétés, de fondement à la juridicité. Alors, comme chacun d'entre vous, toute personne qui, interpellée par ces consignes, a cherché à les utiliser dans le cadre d'une recherche, sait bien que dans le monde complexe qui est le sien, les réponses ne sont pas évidentes. Certaines données étant souvent cachées ou difficilement accessibles. Sans compter que les enjeux, aussi globaux soient-ils, peuvent se transformer avec le temps, tout comme les ressources dont disposent les acteurs engagés dans le jeu de la vie en société, et tout comme les mondes auxquels ils appartiennent. Dès le départ, Étienne a clairement exprimé qu'en cherchant la particularité d'un monde dans le savoir d'un autre monde, la démarche anthropologique utilise des approximations plus ou moins justes. Influencé par Claude Lévi-Strauss au début des années 60, qui favorisait de construire des modèles plutôt que de collectionner des artefacts matériels, Étienne a également souligné que sans conceptualisation et modélisation, il n'y a pas de pratique scientifique avérée, le modèle étant une représentation à la fois simplifiée et globale du phénomène étudié. Enfin, en rédigeant son jeu des lois, il s'est donné comme exigence d'associer altérité, complexité et transmodernité sans verser dans l'abstraction ni l'élitisme, et il a choisi de vulgariser des recherches fondamentales tout en sachant que cet exercice dépend ultimement de ce que l'auditoire est prêt à recevoir. Prenons l'exemple de la sécurisation que le droit est censé apporter
pour mieux comprendre l'importance de la démarche d'Étienne. Cette sécurisation doit tenir compte de l'équilibre établi par l'organisation sociale concernée entre ses dimensions individuelles, communautaires et collectives. En contexte interculturel, ce qui est source de sécurité pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. La pluralité coutumière de l'animiste est souvent interprétée comme du désordre par le monothéiste qui, lui, privilégie le culte de la loi et le monopole de la légalité inscrite dans un texte. Cette dernière attitude apparaissant comme un autoritarisme exagéré pour un héritier de Confucius. Tant que ces héritages culturels sont vivants et que l'on tient compte des dimensions individuelles, communautaires et collectives de toute organisation sociale, on ne peut pas présumer d'un modèle universel de sécurisation juridique. Cette analyse vaut pour tout ce qui concerne l'universalité des droits et libertés inscrits dans les instruments internationaux. Pour Étienne, les sociétés ne peuvent plus se passer de ces instruments internationaux, de ces droits et libertés, de ces droits de l'homme, car ils constituent une référence commune en matière de régulation des comportements humains. Or, ces comportements peuvent aller jusqu'à la commission des pires atrocités dans un contexte d'anonymat, d'immunité et de soumission à un pouvoir érigé contre un ennemi à abattre. Malheureusement, nous en avons plein d'exemples devant nos yeux ces jours-ci. Mais ces droits ne doivent pas empêcher le recours aux cultures de la paix, s'inscrivant elles-mêmes dans diverses traditions en matière de morale, de philosophie, de religion ou de sagesse. C'est sans romantisme qu'Étienne en est arrivé à cette conclusion, tout en soulignant dans son livre « Le jeu des lois » le paradoxe que les défenseurs des droits et libertés tels qu'on les conçoit dans les instruments internationaux incorporent, c'est-à-dire qu'à la fois on fait appel à l'État, mais en même temps on souhaite l'empêcher d'intervenir dans plusieurs domaines des personnes concernées. Alors, des questions semblables se posent évidemment au sujet de l'utilisation de l'espace, notamment en Afrique. Je pense que ce matin, on a eu des présentations remarquables. Je me permets juste de citer des phrases de l'ouvrage qui ont eu des échos remarquables dans les recherches que vous avez vous-même entreprises. Je cite, « Le foncier en Afrique est-il réductible à la propriété et la sécurité foncière peut-elle être assurée globalement par un titre foncier de propriété? Les politiques coloniales et post-coloniales, puis les experts de la Banque mondiale ont répondu oui. Le constat du mal-développement qui en est résulté est accablant. Ces politiques ne voyaient en effet la sécurisation foncière qu'à travers les lunettes de myope de l'investisseur capitaliste et par surcroît occidental ou occidentalisé, pour lequel le titre foncier paraît être la garantie de l'exercice d'un droit de propriété privé, exclusif et absolu. Fin de la citation. Or, comme on l'a vu ce matin, bien souvent dans le contexte africain notamment, ce n'est pas le titre qui sécurise ce que l'on souhaite être définitif et inattaquable, c'est plutôt l'appartenance à la communauté ou l'existence de conventions sociales établies par les acteurs concernés. Dans sa conclusion au jeu des lois, Étienne a insisté sur le fait qu'en dépit de tout ce qui a été écrit, l'altérité reste un tabou qui, de l'ethnocentrisme au racisme, empoisonne toujours nos sociétés. D'où l'importance du regard scientifique auquel contribue l'anthropologie. Sur ce point, Étienne
à associer les bienfaits qui peuvent en découler à une sagesse immémoriale. Je pense qu'Alix, ce matin, a cité cette phrase, je cite, « Ce qui est clos et hostile pour celui qui a renoncé à se laisser interpeller par les phénomènes d'altérité est ouvert et fécond pour celui qui s'est donné la peine d'entrer dans la connaissance. » Fin de la citation. D'où l'importance également de la transmission, étant entendu que la connaissance du jeu social repose sur l'expérience ainsi que la pratique, et que la transmission auprès des nouveaux acteurs doit porter tant sur les valeurs que sur les enjeux apparents et cachés de ce jeu social. Maintenant, une succession offerte à tous. J'ai combien de temps encore, Alix? Il faut prendre tout le temps qu'il te faut. Ah bon, d'accord. Vous me suivez toujours, ça va? Ce n'est pas trop ennuyeux? C'est passionnant, au contraire, continue. Alors, faisant référence au grand texte littéraire, George Steiner a déclaré que les livres indispensables ont en commun leur statut de convocation, d'assignation à l'humanité, qu'ils nous appellent, qu'ils nous mobilisent, qu'ils nous obligent à garder les yeux ouverts. Sous cet angle, le jeu des lois me semble indispensable. Mais tout livre n'est jamais qu'une bouteille à la mer. Au mieux, il constitue une succession offerte à tous ceux qui choisissent de le lire. Ce que le jeu des lois offre comme succession possible comporte de grandes exigences. Tout en rappelant que la contribution d'Étienne se situe au niveau du logos, alors que d'autres contributions, dont celle de Panicard et à sa suite Robert Vachon, s'inscrivent plutôt du côté du mythos, Christophe Eberhardt a souligné que la théorie d'Étienne résulte de la découverte des divers archétypes juridiques et qu'elle pluralise la conception occidentale du droit en veillant à respecter l'originalité des autres expériences vécues dans le monde. Et Christophe a illustré le tout en citant directement Étienne, je cite, « Le chercheur doit concevoir un cadre de référence original qui puisse comprendre toutes les ressemblances et toutes les différences sans présupposer, directement ou indirectement, un effet de hiérarchie. La démarche du comparatiste doit relever de tous les sites, topoi en grec, de tous les sites culturels et apporter des explications, logoi, qui soient partageables par chacune de ces cultures, sans altération substantielle de ce qui fait sa spécificité. » Fin de la citation. Les travaux d'Étienne sont connus en Amérique du Nord, notamment par Sally Falk Moore, mais aussi Rob MacDonald, André Lajoie et plusieurs autres. Ces travaux ont inspiré des analyses portant sur les conceptions des Inuits, un groupe autochtone, à l'égard de leur territoire. Je m'en suis aussi inspiré pour analyser l'utilisation des conceptions occidentales du droit en Chine. Je m'en suis inspiré aussi concernant la cruauté et la violence faite aux femmes dans le contexte du génocide rwandais. Et pour comparer sa démarche à celle d'un autre chercheur que vous connaissez sûrement, Jacques van der Linden. Par ailleurs, sans prétendre à quelle exhaustivité que ce soit, je constate que plusieurs auteurs, je pense à Mark Goodale, Pierre Norow, Ghislain Otis, Francine Saillant, connaissent l'approche privilégiée par Étienne sans l'adopter explicitement ou intégralement. Parmi ces auteurs, ceux qui inscrivent leurs recherches dans une démarche anthropologique ont élaboré des problématiques très proches de celles que l'on retrouve dans le jeu des lois. Par exemple, dans son récent Reinventing Human Rights, Mark Goodale soumet qu'il faut abandonner la prétention à l'universalité des droits de l'homme, tels qu'ils ont été inscrits après la Seconde Guerre mondiale dans les instruments internationaux, au profit de la notion de translocalité, qui tient compte de la logique,
des relations sociales et des aspirations politiques d'acteurs qui n'ont guère bénéficié, c'est le moins qu'on puisse dire, du modèle statocentré du droit. Comme Étienne, Mark Goodale ne rejette pas le recours aux normes générales et impersonnelles, se fondant sur une conception philosophique particulière de l'homme, mais s'appuyant sur ses recherches, notamment auprès des communautés autochtones vivant dans les Andes boliviennes, il juge qu'il y a lieu de leur attribuer un rôle beaucoup plus modeste. Ici au Québec, les recherches de Karine Bates et de Francine Saillant s'inscrivent dans cette même volonté de contextualiser, de critiquer et de modifier l'humanisme normatif en ayant comme objectif de le muter en un pluralisme situé dans les réalités sociales et culturelles dynamiques des communautés concernées. Sociologue du droit, Pierre Noreau, qui est professeur ici à Montréal à la faculté de droit, apporte une contribution qui me semble proche de celle d'Étienne, à la différence près qu'il n'a pas pour ambition de s'inscrire dans un projet de compréhension des principes métalogiques de penser l'univers, tel qu'identifié par Michel Alliot et repris par Étienne dans son Jeu des lois. Tirant profit notamment des recherches de Guy Rocher, autre sociologue du droit québécois important, Pierre Noreau juge que le droit étatique n'est pas le seul à bénéficier des caractéristiques d'un ordre normatif institutionnalisé. L'important pour lui étant plutôt d'identifier la cohabitation qui est entretenue entre le droit de l'État et le droit d'autres ordres normatifs. Pierre Noreau favorise une approche interdisciplinaire dans l'étude du droit étatique. Il insiste sur l'existence d'une distinction cependant entre les normes qui sont posées juridiquement, pour reprendre notre vocabulaire, et toutes les autres normes, soit le fait que le droit étatique, dans un champ social particulier, est un producteur de liens sociaux, dont la légitimité est fonction du rôle qu'il est censé assumer comme source de capital symbolique. Soulignant qu'en système démocratique, le problème du droit sans légalité fait autant problème que dans le domaine de la croyance, celui de la religion sans la foi, Pierre Noreau estime qu'il y a lieu d'analyser les conditions et les formes de l'égalité juridique sous l'angle des tensions qui lient d'un côté les systèmes de référence des sujets de droit, tant dans leur représentation que dans leur stratégie d'acteurs, et de l'autre, les formes de la régulation imposée par l'ordre juridique étatique. Pierre Noreau souligne que même si le droit étatique agit comme système d'ordonnancement social et qu'il comporte une force symbolique réelle, il n'en demeure pas moins que sa production est le fruit d'une activité sociale. Son interprétation suppose la référence à d'autres sources de normativité et il demeure soumis à une constante définition tant par ceux qui sont chargés de sa mise en œuvre que par ceux dont il vise à encadrer l'action. D'où sa conclusion, qui me semble très proche des consignes du Jeu des lois. Je cite, « Le droit, quelle qu'en soit la définition plus ou moins extensive, existe par ceux qui le définissent, le mettent en œuvre, l'appliquent, l'interprètent, le mobilisent ou le contournent. » Fin de la citation. Dans La vie du pluralisme juridique, un ouvrage qui est paru chez vous là, il y a 2 ans, je pense, en toute connaissance des problèmes qu'elle soulève, les juristes Ghislain Otis, Jean Leclerc, Sophie Thériault ont pris le parti d'utiliser cette expression, pluralisme juridique, pour désigner une situation de pluralité normative dans un même espace, à l'égard de la même situation et des mêmes personnes. C'est en s'appuyant sur la Convention des acteurs non étatiques eux-mêmes qu'ils ont jugé approprié de parler de pluralité juridique. Je les cite. Cet investissement juridique qui paraît toujours plus marqué de leur normativité par les Autochtones, nous parlons des Autochtones d'ici du Canada, peut avoir été favorisé par l'influence d'intellectuels autochtones
qui s'attachent à valoriser leur tradition, leur ordre normatif. Il n'est peut-être pas toujours exempt de considérations stratégiques, car la conscience et le discours du droit peuvent venir d'une compréhension accrue de son rôle dans la légitimation de l'autonomie ou de l'autodétermination au regard de l'État et de la société non autochtone. Fin de la citation. De la même façon, je vais faire toujours à Ghislain Otis, Jean Leclerc et Sophie Thériault, tout en étant conscient de la dévalorisation et de la manipulation du droit coutumier dans le registre évolutionniste et colonial, ils ont choisi d'y faire référence en caractérisant la dynamique aujourd'hui dans ses rapports avec les sujets concernés et avec le droit étatique. Tout simplement, nous disent-ils, parce que en Afrique, dans le Pacifique Sud, chez les Autochtones du Québec, chez les Kanaks, les principaux intéressés n'éprouvent aucun scrupule à utiliser ce vocable de droit coutumier. Dans leur ouvrage, ils ont envisagé la pluralité des systèmes qu'ils qualifient de juridiques comme une réalité empirique, la sachant imparfaitement saisissable et susceptible d'interprétations diverses. Et ils ont décrit comment les opérateurs de ces systèmes et leurs usagers vivent et font vivre cette réalité. Leurs analyses, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les lire, sont colossales, méticuleuses, magistralement détaillées. En les lisant, j'ai d'abord eu le sentiment de me retrouver devant une approche traditionnelle de droit comparé, ce qui aurait sans doute fait sourciller Étienne, qui n'hésitait jamais à répéter que comparaison n'est pas raison, et qui critiquait le présupposé du comparatiste, prenant son propre système pour référent, ramenant ainsi l'observation de l'autre à des critères qui sont valides dans sa propre culture. Alors, sur ce point, j'ai l'impression que les auteurs sont quand même conscients de leur approche, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit des approches adoptées, les questions de fond demeurent. Au Canada, les négociations au sujet des revendications territoriales d'un certain nombre de peuples autochtones, notamment celles des Inuits ou montagnais avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, ces négociations ne sont toujours pas finalisées. La problématique de la participation des communautés autochtones à l'administration de la justice ainsi que le plaidoyer pour une justice équitable et décolonisée, sont toujours des questions d'actualité. Face aux problèmes engendrés par notre passé colonial, des pistes de solutions et des actions précises ont été récemment répertoriées avec minutie par plusieurs commissions d'enquête qui ont accompli un travail remarquable dans un contexte où les peuples autochtones invoquent avec encore plus d'assurance leur autonomie, et ce, dans tous les domaines. Dans le rapport final d'une commission qui a été tenue au Québec, le juge à la retraite Jacques Vien, qui a assumé la fonction de commissaire au sein de cette enquête, a loué l'enrichissement découlant d'un véritable dialogue et il a récusé l'option de répéter les façons habituelles de faire. Je le cite, en empruntant des chemins connus, balisés par ce que nous croyons à tort être les seules et uniques réponses à donner à tout problème humain, le risque de nourrir la méfiance, l'iniquité et l'inadéquation est immense. Fin de la citation. Mais il n'y a pas que dans les relations avec les peuples autochtones que la notion d'altérité demeure un axe fondamental. Mes récentes lectures m'indiquent que plusieurs chantiers demeurent ouverts aux anthropologues du droit. Je pense notamment à la notion de consentement dans les rapports intimes que Manon Garcia a analysé avec brio. Je ne sais pas si vous connaissez son livre, mais Manon Garcia s'est concentrée exclusivement sur les polémiques publiques, les débats juridiques, les réflexions philosophiques qui ont cours au sein de grands pays occidentaux, surtout aux États-Unis et en France. Mais je suis persuadé que nous apprendrions beaucoup de recherches portant sur la même problématique, mais dans d'autres pays.
en tenant compte de l'âge, du niveau de scolarité, des conceptions, des pratiques, des rapports sociaux dans lesquels agissent les acteurs concernés. Si l'on se fie aux personnages créés par deux romancières de talent, j'espère que vous les connaissez, Émilie Prophète, qui vit en Haïti, et Charlotte Roche, qui malgré son nom, sa famille vient de l'Angleterre, mais elle vit en Allemagne. Alors ces deux romancières, si on se fie à elles, dans leur roman, la violence qui est exercée au quotidien et qui domine dans certains pays, je pense à Haïti, ne semble guère favoriser ne semble guère favoriser un approfondissement de l'imaginaire et de la liberté dans l'expérience de la sexualité, alors que dans nos sociétés, celle-ci est souvent associée à la réalisation de soi. Je pense aussi, j'ai presque terminé, aux études décoloniales, qui, au-delà de la seule dimension juridique, s'inscrit dans la généalogie des théories qui cherchent à faire sens d'une structure, la colonisation, qui, malgré de profonds bouleversements historiques, a survécu dans les institutions et dans les esprits. Je crois que ce matin, Olivier a soulevé cette question de la décolonisation, notamment de la pensée juridique. Même en adoptant de nouvelles façons d'aborder de telles injustices structurelles, dont les racines plongent dans la longue durée, l'identification des réparations à mettre en œuvre demeure une tâche de longue haleine, exigeant un consensus minimal sur les types de responsabilités à évoquer dans un monde qui n'est plus le même, mais qui ne peut oublier que le passé demeure vivant dans le présent. Je pense enfin aux enjeux associés à l'hospitalité, dans un contexte où les exilés font face aux épreuves parfois terribles et trop souvent mortelles de la frontière. Face aux politiques migratoires, ce concept est mobilisé par des acteurs de la société civile, mais la philosophe Magali Besson pense que ce n'est pas tout à fait le meilleur concept pour aborder ces questions, dans la mesure où on ne peut pas calquer ce qui se passe au niveau public ou au sein des institutions nationales ou internationales sur le comportement ou l'éthique qui relève plutôt du privé. En terminant, je souhaite faire référence à deux déclarations de Michel de Certeau. La première, comme préalable, il convient de surmonter cet instinct de société et de sécurité qui refuse la différence. Croire qu'on peut ou la négliger ou l'éliminer, ce serait un rêve. L'homogénéité n'est jamais qu'une utopie. La deuxième, dans un univers relatif et approximatif, dépourvu de valeurs données d'avance, tout homme doit inventer sa vie, venir au monde et le faire advenir en travaillant. C'est ce travail même qui est le langage de notre temps. Ainsi, nous ne pouvons pas nous contenter d'être des voyeurs, des observateurs, et voir du dehors la culture des autres. Cette culture des autres n'est saisissable que si nous participons à son élaboration. Elle est la structure des tâches présentes, la forme d'une complicité collective à travers la diversité des recherches, des échecs et des réussites. Que ce soit sur le terrain de ses recherches, dans les salles de cours, lors des conférences avec ses collègues, dans ses publications, Étienne a constamment refusé l'homogénéité et construit étape par étape un savoir s'inscrivant certes dans le monde de la recherche et de l'enseignement, mais qui en même temps a tiré le meilleur profit possible des dialogues avec les personnes qu'il a rencontrées et avec qui il a su établir une véritable complicité. Je ne veux pas assombrer l'atmosphère, mais il est évident que nous sommes aujourd'hui en deuil. Personne ne soutiendra qu'un deuil, qu'il soit personnel ou collectif, soit facile à vivre. Même si grâce à Christophe, nous pouvons continuer à regarder et à écouter les magnifiques entrevues qu'Étienne lui a accordées en 2013 et en 2014, sa présence physique, affective, humaine
ne nous est plus accessible. Assumer cette perte comporte sa part de choc, de douleur, possiblement de dépression. Personnellement, cette perte me fait prendre conscience que, malgré l'admiration que je lui ai toujours portée et l'amitié que nous avons su préserver jusqu'à la fin de sa vie, ma contribution à son anthropologie du droit a été modeste et brève. Je n'ai pas su m'intégrer à une institution permettant d'utiliser explicitement cette approche. J'assume les choix que j'ai faits, tout en reconnaissant les contraintes qui en découlent. Chose certaine, je n'ai jamais renié la validité de cette approche qu'Étienne a pratiquée avec assurance, fermeté et fécondité. Participant depuis plus de 15 ans à l'interprétation et à la mise en œuvre de normes générales et impersonnelles s'appliquant à des personnes déclarant fuir la persécution, j'ai l'obligation d'entendre et de comprendre le mieux possible leurs récits. Exprimés hors de leur contexte, ces récits peuvent de prime abord sembler incroyables, comme l'a bien expliqué Smaïn Lachaire. Une conscience de la pluralité des mondes dans lesquels ces acteurs sont engagés constitue, à mes yeux, un atout qu'il ne faut pas négliger, quoi qu'il en soit. Et malgré les difficultés qui lui sont inhérentes, la seule option valable pour nous est d'accepter de vivre ce deuil, ce qui suppose de trouver une place à son absence, en remaniant le rapport qui nous unit à lui. Or, comme l'a souligné Louis-Vincent Thomas, vivre sans l'autre, de la vie de l'autre, comme si l'autre était là, l'installer en nous-mêmes, c'est la meilleure façon de lui accorder une manière de survie. Merci. Merci pour ton présentation aussi érudite que pleine d'émotions. J'espère que tu continues à nous entendre. Je t'avais confié une mission très difficile, qui était de rendre compte du jeu des lois. Parce que c'est un des ouvrages majeurs, on en a évidemment beaucoup, mais c'est réellement une des contributions majeures d'Étienne. Et il était très difficile de rendre compte en réalité de cet ouvrage, tant il est riche d'une culture de philosophie du droit, de théorie du droit, d'anthropologie extrêmement maîtrisée, et en plus relu, mais souvent de manière implicite, au fil sur une pratique qu'il maîtrisait évidemment aussi très bien. Et donc pour comprendre toute cette richesse de références, qui n'est pas toujours dite, il fallait effectivement quelqu'un qui soit à la hauteur, et quelqu'un qui est justement la culture littéraire, juridique que tu as. J'ai eu de nombreux échanges avec toi. J'ai pu mesurer l'importance de ta culture et ton humilité intellectuelle. Je crois que nous en sommes tous rendus compte. Je suis très heureuse que ce soit toi qui ait fait cette présentation. Elle a été magnifique et nous sommes tous très émus de ta présentation. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous. Merci à vous. Les deux conférencières suivantes sont